Bonsoir, très heureux d'être en votre compagnie pour clôturer la semaine. Tout de suite, les titres de ce vendredi 9 juin. Dans l'actualité, le centre Pompidou-Metz accueille 2 nouvelles expositions dans un style bien différent. Restez avec nous, nos journalistes ont pu la découvrir en avant-première. Il fête ses 20 ans, le musée Georges de la Tour à Vic-sur-Seille a prévu un programme digne de ce nom ce week-end. À l'occasion de son anniversaire, nous y reviendrons. Le succès leur colle à la peau, les pongistes de Metz-TT conservent leur titre de champion de France grâce à leur victoire hier sur les Vosgiennes d'Étival. Retour sur ce sacre dans quelques minutes. La météo, le temps sera estival. Ce week-end, sortez la crème solaire et les barbecues. Les températures seront dignes d'un mois d'août, jusqu'à 31 degrés en journée. Et puis l'invité du jour n'est autre que Pierre Chevrier, directeur de l'ENIM. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment arriver au zéro accident en entreprise? C'est la réflexion de la chaire Behavior, structure portée par l'ENIM et le laboratoire lorrain de psychologie et neurosciences de l'Université de Lorraine. On y reviendra dans quelques instants, mais avant, développons les titres du jour. Elles approchent à grands pas. Les élections sénatoriales auront lieu le 24 septembre prochain. Les têtes de liste se dévoilent petit à petit. Déjà candidate aux législatives, Anne Boucher sera la chef de file d'Horizon. Elle est soutenue notamment par le maire de Montigny-lès-Metz, Jean-Luc Baule, mais aussi la première adjointe de François Grosdidier, Béatrice Agamemnon, et la députée Isabelle Roche. En tête de liste indépendante, cette fois, Christine Herzog est aussi candidate sans étiquette. Elle avance dans cette campagne avec le titre de sénatrice sortante. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les communes ont voté la liste de leurs grands électeurs pour ces sénatoriales. À Metz, comme dans les communes de plus de 30 000 personnes, tous les membres du conseil municipal pourront voter en septembre. Mais le conseil a aussi élu une liste de 112 délégués supplémentaires. Et sans surprise, c'est la majorité municipale de droite et du centre droit qui obtient 84 électeurs de plus, 22 pour la liste de la gauche et des écologistes et 6 pour la liste nationaliste. Chaque année, le réseau Entreprendre Lorraine, un réseau qui accompagne de jeunes entreprises dans leurs projets, fête ses lauréats dans un département différent. Pour cette édition, c'est la Moselle et Metz qui ont été choisis. Cela s'est passé ce jeudi soir. L'événement avait pour thème sport et entrepreneuriat, des valeurs communes, et Emma Facchetti y était. Ces 24 entrepreneurs sont les lauréats 2022 du réseau Entreprendre Lorraine. Ils ont été choisis pour leur engagement à créer ou sauvegarder 3 emplois à 3 ans. En retour, le réseau les accompagnera durant 2 ans. Ils ont un accompagnement d'abord financier, puisqu'on renforce leurs fonds propres jusqu'à 50 000 €. Et après, tous les mois, ils sont suivis par un parrain qui leur est dédié. Tous les mois, ils ont des clubs de chefs d'entreprise qui leur sont dédiés. Et ils sont invités aux 55 événements qu'on organise à l'année chez Réseau Entreprendre. Pour cette édition, axée sur le sport et l'entrepreneuriat, des valeurs communes, 4 sportifs de haut niveau ont tenu à partager leur parcours. Parmi eux, Élie Luciano, ancienne championne de handball avec les Dragons et cofondatrice de la société Mallory. Et aussi Mehdi Meniri, ancien joueur professionnel au FC Metz, franchisé chez Columbus Café et Yogurt Factory. Il y a plein de difficultés parce que, étant sportif de niveau, mon club me chouchoutait un petit peu, prenait soin de moi. Si j'avais un souci, ça disparaissait rapidement. Et maintenant, c'est moi la personne qui doit gérer les problèmes et les arranger pour les autres, pour mon équipe, pour l'entreprise. Cette compétition sur le terrain et l'entrepreneuriat, c'est une compétition au quotidien avec la clientèle, nos collaborateurs. Donc c'est de garder ce lien-là et pour moi c'est la chose la plus difficile. Depuis sa création en 2011, 312 lauréats ont été accompagnés par Réseau Entreprendre Lorraine. Il y a quelques jours, début juin, les résultats du premier tour de Parcoursup sont tombés pour des milliers de lycéens. Entre refus, liste d'attente ou choix multiples, pas facile de s'y retrouver, de prendre la bonne décision. La plateforme de sélection lancée en 2018 est encore la source de beaucoup d'interrogations. Jérémy Faurobert est allé poser 3 questions à Véronique Perdereau, rectrice déléguée pour l'enseignement dans la région Grand Est. Nous avons eu cette année, dans la région académique Grand Est, 64 400 candidatures. Et il y a déjà maintenant 70% de ces candidats qui ont reçu au moins une proposition. C'est un chiffre en nette augmentation par rapport à l'année dernière.
La prise en compte des notes de première, c'est une chance pour le candidat, puisqu'on ne considère pas uniquement la terminale, on donne la possibilité d'avoir un regard sur la scolarité sur ces 2 années, ce qui permet d'avoir une vision plus complète et plus objective du niveau du candidat. Il n'y a absolument pas d'algorithme. Les dossiers sont simplement distribués là où ils doivent être examinés, donc il y a forcément une forme de tri. Mais une fois que les dossiers arrivent dans les mains de l'équipe pédagogique, ce sont bien des enseignants qui examinent au cas par cas les candidatures. Éducation, toujours, l'avenir s'éclaircit pour le collège Philippe de Vignes à Metz. Ce jeudi 8 juin 2023 s'est tenu en son enceinte un conseil d'administration extraordinaire. La situation de l'établissement fermé depuis décembre 2022 pour cause d'odeurs nauséabondes a été évoquée. Il a été décidé à l'unanimité la réouverture du collège dès la rentrée prochaine. Une mesure qui fait suite aux conclusions des différentes instances qui n'indiquent aucune toxicité avérée pour l'organisme au sein des locaux. Et on passe maintenant à notre rubrique invitée. Et Pierre Chevrier, directeur de l'ENIM, est avec nous sur le plateau de Moselle Info. Merci d'être là encore une fois. Vous organisez donc avec le laboratoire lorrain de psychologie et neurosciences de l'Université de Lorraine, le nom est toujours un peu à rallonge, une journée un peu spéciale mardi 13 juin. La thématique c'est en quoi la recherche sur les compétences non techniques peut-elle améliorer la sécurité dans les entreprises. Alors c'est assez pointu, on va essayer de vulgariser tout ça pour nos téléspectateurs. On va faire les choses dans l'ordre. Déjà expliquez-nous quelle est cette structure, la chaire de Behavior qui porte les travaux dont on va parler dans quelques instants. Alors merci de m'avoir invité. Et effectivement, alors une chaire, c'est pas toujours très simple à comprendre ce que c'est exactement. On va dire que c'est l'association de différentes compétences. Donc là, en l'occurrence, des industriels qui ont une problématique en rapport avec la sécurité, des scientifiques qui vont apporter leurs compétences et qui vont produire des activités de recherche sur ces fameuses compétences non techniques qui sont à l'origine des accidents, et puis des experts techniques qui vont permettre de développer des outils. En l'occurrence, on utilise la réalité virtuelle, donc d'utiliser des outils en réalité virtuelle qui vont permettre de mettre en situation les personnes. Et donc mardi, vous organisez un événement, vous allez présenter plusieurs scénarios sur les comportements à risque dans différents secteurs d'activité, l'électrique, le nucléaire, la construction. À quoi ils servent concrètement ces scénarios? C'est pour mettre en avant les techniques utilisées pour éviter justement les accidents ou permettre de constater quand une situation peut être dangereuse ou non, ou les deux? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la chaire a été créée donc en novembre 2020 parce qu'on se rend compte qu'en utilisant les techniques traditionnelles pour essayer d'avoir une sécurité optimale dans les entreprises, donc le fameux zéro accident, on n'y arrive pas avec les techniques traditionnelles. Donc l'idée de la chaire, c'est d'apporter une innovation. Et cette innovation, c'est de travailler finalement sur les émotions et de faire en sorte qu'en mettant les personnes dans des situations immersives qui sont travaillées avec les chercheurs et qui sont travaillées sur des problématiques industrielles qui sont parfaitement définies, on arrive à générer des émotions au niveau du cerveau qui vont conduire à des modifications de comportement des personnes. Et on pense que ces modifications de comportement seront durables. Et donc on pourra atteindre, en tout cas c'est notre espoir et c'est notre objectif, atteindre le zéro accident de manière durable dans les entreprises. Est-ce que vous avez un exemple précis pour justement illustrer? Alors aujourd'hui on travaille, on a un démonstrateur aujourd'hui qui s'appelle le sous-marin qui permet de mettre 6 personnes en immersion et on va tester des compétences non techniques que sont le leadership, la communication active, et si ces compétences non techniques ne sont pas correctement mises en œuvre par la personne, on n'arrive pas à aboutir au résultat. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit en préambule, on a 4 scénarios qui sont en cours de production, donc sur le risque électrique, sur des problématiques liées au nucléaire et à la sûreté nucléaire, avec de Mathieu Barre également sur le bâtimentaire. Donc il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut travailler, mais l'apport aussi de cette chaire, c'est vraiment l'aspect scientifique avec Jérôme Dinet qui est le directeur du 2LPN, puisqu'il faut qu'on arrive à mesurer le changement de comportement de ces personnes-là. Et donc aujourd'hui, on utilise toute une batterie de capteurs biophysiologiques, y compris de la neuroimagerie, qui permettent de mesurer et de faire un lien entre les compétences non techniques mises en œuvre et ce qu'on est capable de mesurer avec des capteurs. Et ça, c'est une grande avancée parce que c'est plus simplement du subjectif par un entretien de débriefing, c'est vraiment une mesure du comportement de la personne en situation. Est-ce que la personne justement en situation a conscience qu'il y a eu un changement finalement dans son esprit par rapport à la situation qu'elle vit? La réponse est non. C'est
qu'elle n'a pas forcément conscience. On le voit quand on fait aujourd'hui des débriefings de gens qui sont en situation, on leur évoque ce qui s'est passé pendant le scénario et ils nient, ils disent que non, ça ne s'est pas passé comme ça, ils n'ont pas vu les choses comme ça. Et donc l'idée, c'est vraiment de jouer sur les émotions, de petites émotions qui vont générer des modifications de comportement. Et évidemment, la réalité virtuelle permet de ne pas mettre les gens en situation réelle de danger et de pouvoir évidemment aussi répéter autant que de fois nécessaire évidemment la mise en place de ce scénario. C'est un processus adapté à chaque être humain parce que c'est vrai qu'on est tous différents, donc c'est compliqué d'avoir quelque chose qui marche pour tout le monde. Alors à partir du moment où vous avez un cerveau, ça marche puisque l'idée c'est d'agir effectivement sur ce qui se passe dans le cerveau. Donc on a recruté récemment une postdoc spécialisée en neurosciences. Donc l'idée c'est vraiment d'agir sur les connexions qui se passent dans le cerveau, sur les mécanismes liés au cerveau et à ce que vous ressentez, au biais cognitif, à tous ces sujets-là. Mais oui, ça fonctionne sur n'importe quel être humain, même si chaque être humain a effectivement des compétences non techniques très différentes et développées à des niveaux très différents. En 10 secondes, pour terminer, les infos pratiques pour mardi, tout le monde peut venir ? Alors mardi, c'est une journée qui est ouverte à tous, elle est gratuite, elle démarre à 9h et finit à 16h. On aura des témoignages de tous nos partenaires industriels justement sur les scénarios qu'on évoquait ensemble. On a une conférence de M. Carsanti qui est une référence scientifique dans le domaine au niveau national et international qui fera une conférence dans l'après-midi. Et on aura une clôture avec l'ensemble de nos partenaires et les institutionnels qui nous soutiennent, dont le département, le Fonds de dotation Merci et l'Eurométropole de Metz. Merci beaucoup Pierre Chevrier pour votre éclairage et bon courage pour la journée qui vous attend mardi. À bientôt. Merci beaucoup. Côté culture maintenant, immersion au centre Pompidou-Metz au cœur de ces 2 nouvelles expositions. Elles ouvrent au public à partir de ce samedi 10 juin. La première sur laquelle on va s'attarder va vous étonner, voire vous mettre mal à l'aise, mais elle va aussi vous faire sourire et vous questionner. Elmgreen et Draxet, 2 artistes nordiques, vous présentent leur sculpture réaliste et troublante. Reportage Emma Facchetti. Bonne Chance est un gigantesque jeu de survie créé par le duo scandinave Elmgreen et Draxet. Construit comme un labyrinthe, l'exposition met en scène des silhouettes en silicone à la fois réalistes et déconcertantes. On s'inspire de séries télévisées récentes comme Severance, mais aussi des textes de Beckett. Au-delà des références du monde de l'art, on est inspiré par les choses qu'on a vues ou qu'on a lues. Installées dans les moindres recoins du Pompidou, ces scènes de la vie quotidienne étonnent aussi par leur décor. Tout est dans les détails, des poignées mal placées aux fausses publicités, en passant par des toilettes trouées. On veut dire aux gens que c'est ok d'être perdu. Vous n'êtes pas seul. On ne veut pas s'amuser de quelqu'un ou de quelque chose, mais c'est important de regarder les choses avec un angle humoristique. C'est un peu une technique de survie pour nous. Ces installations, inquiétantes, subversives et absurdes, invitent les visiteurs à se questionner sur la part de chance et de hasard qui les entoure au quotidien. Une exposition à voir jusqu'au 1er avril 2024. Et la deuxième exposition maintenant que le centre Pompidou-Metz accueille s'intitule World Building, jeux vidéo et art à l'ère digitale. Cette galerie est une véritable borne d'arcade. On y retrouve des jeux vidéo, des animations 3D, des expériences en réalité virtuelle, des installations interactives. Tout ça réalisé par 43 artistes internationaux. Il s'agit tout simplement de la première exposition transgénérationnelle. Elle met en lumière la manière dont les artistes s'approprient l'esthétique, la technologie et les codes du jeu vidéo pour s'exprimer et créer de nouveaux mondes. Elle est à découvrir jusqu'au 15 janvier 2024. Et tout de suite, passons à notre rubrique loisirs. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Jean. On commence sans plus tarder. Qu'avez-vous à nous proposer pour ce week-end ? Alors ce samedi, Jean, je vous propose de joindre l'utile à l'agréable. L'association Caritas Moselle organise une vente éco-responsable. 3 fois par an, les locaux de l'association sont ouverts. Tout le monde peut y aller pour acheter des vêtements, des chaussures et même des sacs à prix cassé. Les bénéfices de la vente serviront à soutenir le fonctionnement du vestiaire Saint-Martin et de l'espace Kari Bouchou. Je vous propose d'écouter la responsable des ventes. C'est une manière de gagner un tout petit peu d'argent pour les besoins de fonctionnement de notre vestiaire solidaire, parce que toute l'année, nous accueillons des bénéficiaires, des personnes en difficulté, et pour faire fonctionner notre vestiaire, il nous faut payer des salaires, il faut payer l'électricité, tout ce qui est frais courants 3 fois dans l'année. Donc nous ouvrons à tout venant, à tous ceux qui souhaitent acheter les secondes mains, qui sont dans une démarche écologique, ou tout simplement, ils aiment acheter des vêtements à petit prix.
Les locaux seront ouverts de 9h à midi et de 14h à 16h au 6A boulevard Pexan à Metz. Alors vous avez peut-être regardé la météo chez vous pour ces 2 prochains jours. Il va faire très beau. Quoi de mieux pour prendre des couleurs qu'un festival de musique en plein air du côté de Saint-Jean-de-Bassel, Jérémy? Et ce samedi, le couvent et la place du village de Saint-Jean-de-Bassel vont vibrer pour la 5e édition des Feux de la musique. Près de 60 bénévoles accueilleront les visiteurs. Côté programmation, il y en aura pour tous les goûts, allant de la pop avec le groupe Aoraki au rock avec la French Vapor. Au total, 4 concerts auront lieu. L'entrée est évidemment gratuite. Et on termine cette rubrique, Jérémy, avec une sortie nature ce dimanche dans le Marais. Alors c'est pas facile à dire, d'Argarten. C'est pas facile à dire, en effet. C'est dans le cadre des parenthèses nature, une animation sur le thème des libellules est organisée. Il s'agit d'une balade de 2 heures en compagnie d'un animateur nature du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. L'objectif est d'en apprendre plus sur l'univers mystérieux des zones marécageuses. Le départ est à 10h et le tarif est de 6 € par personne et c'est gratuit pour les moins de 6 ans, Jean. Merci beaucoup Jérémy pour ce beau programme. Une idée, encore une, si vous êtes friand de peinture, le village natal de Georges de la Tour sera en fête ce week-end. Le musée de Vic-sur-Seille, qui porte le nom de l'illustre peintre, célébrera ses 20 ans. Et pour l'occasion, une exposition temporaire a pris place au sein du musée et de nombreuses animations, concerts et spectacles auront lieu tout le week-end. Présentation Léa Riffaut. Présenté comme une copie d'époque, ce tableau a toutes les caractéristiques d'une toile de l'artiste Georges de la Tour. Et pour cause, il s'agit d'un travail de l'un des élèves de ce maître du clair-obscur. Composition, travail des formes, jeu de lumière et d'ombre. Bien qu'il s'agisse d'une copie, les techniques utilisées pour cette toile datant du XVIIe siècle et intitulée Les Mangeurs de Pois rappellent sans mal le travail du célèbre peintre. Le sujet il est tout à fait terrible, ce sont 2 malheureux qui se nourrissent avec un pauvre bol de pois chiches. Nous sommes au moment de la guerre de 100 ans, au moment de terrible disette et de très grand malheur pour la Lorraine. Le tableau offre l'intérêt d'être peint dans un style, une manière assez différente du tableau de Berlin, une facture plus adoucie, des couleurs plus chaudes, plus sourdes. Une œuvre étonnante, présentée comme le point d'orgue d'une exposition exceptionnelle montée à l'occasion du 20e anniversaire du musée Georges de la Tour de Vic-sur-Seille, village natal de l'artiste. Depuis 2003, des œuvres picturales du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle se côtoient dans ce musée mosellan, avec de grands noms de l'histoire de la peinture, tels que Jacques Stella, Charles Lebrun ou encore Jacques Blanchard. Le département, depuis 20 ans, célèbre la peinture du XVIIe siècle, ce qui est un art très spécifique, qui est très exigeant également, mais en plein milieu de la ruralité du Saulnois. Effectivement, on parle d'un homme qui est né à Vic-sur-Seille, qui a eu son atelier à Lunéville et qui draine forcément à travers ses œuvres toute une période. Et pour célébrer ce 20e anniversaire comme il se doit, de nombreux événements sont organisés tout au long du week-end, avec notamment une pièce de théâtre de la compagnie Nafralitep à l'église des Carmes ou encore un concert de musique baroque interprété par le Concert Lorrain dimanche après-midi à l'église Saint-Marien. En sport, elles côtoient les sommets depuis des années maintenant et elles l'ont encore prouvé ce jeudi soir. Les pongistes de Metz-Tété ont dominé une nouvelle fois les Vosgiennes d'Étival sur le match retour, victoire 3-0. Elles avaient déjà pris une option sur la victoire finale à l'aller avec un succès 3-1. Elles remportent ainsi le titre de champion de France. Mathéo Philippe revient sur cet énième sacre. Des scènes de joie auxquelles on s'habitue du côté de Metz Tennis de Table. Les Messines sont championnes de France pour la 5e fois de leur histoire. À domicile, devant leur public, les pongistes ont largement dominé leur finale, 3-7-0, face à Étival, équipe vosgienne. Arrivé au club il y a 30 ans comme joueur, et désormais entraîneur, Loïc Belguise était déjà présent pour le premier titre en 2015. Il ne boude pas son plaisir et retient la maîtrise de ses joueuses et la saison globale. J'aurais pas parié ça dès le départ, je m'attendais à un match plus serré. On a été solide ce soir pour finir le travail, donc très content. On a fait un parcours incroyable cette saison avec une finale de Ligue des Champions plus le titre de champion de France. Ça vient clôturer la plus belle saison dans l'histoire du club. Pauline Chasselin a terminé invaincue dans ses confrontations directes en tant que 3e joueuse,
en Coupe d'Europe et dans ce championnat de France. Une belle épopée pour la star française de l'équipe. On est championne de France, donc on a encore un peu de mal à réaliser, je pense, parce que le match vient seulement de se terminer. On a créé l'exploit aussi sur Saint-Denis en demi-finale, donc je dirais pas qu'il y a un match en particulier, mais je retiendrai toute la saison entière au niveau des résultats, de l'ambiance. Un trophée que Metz Tennis de Table souhaitera une nouvelle fois conserver la saison prochaine, avec en ligne de mire la Ligue des Champions. Et on passe maintenant à notre rubrique grand format. Quelles sont les différentes étapes pour intégrer l'armée de terre ? Entretien individuel, épreuves physiques et psychotechniques sont notamment évaluées avant la potentielle signature du contrat. Pendant plusieurs mois, Lucie Philippot a suivi Victoire, une jeune femme de 22 ans qui souhaite devenir militaire. C'est le grand format de la rédaction, regardez. Victoire saute enfin le pas. Elle se rend ce matin au CIRFA de Metz. Bonjour. S'engager dans l'armée, c'est l'envie qui lui trotte dans la tête depuis plusieurs mois. Reçue par la capitaine Frédéric, ensemble débute une conversation sur ses envies, ses projets et ses attentes de l'institution. Pourquoi c'est un projet ? Qu'est-ce qui vous attire à l'armée ? La première phase de recrutement, c'est celle-ci. Un deuxième entretien s'enchaîne quelques jours plus tard. Bonjour capitaine. Cette fois, pour parler plus concrètement du recrutement de Victoire, comme elle, nombreux sont ceux qui décident de faire les démarches. Il faut être français, avoir minimum 17 ans et demi, maximum 30 ans ou 32 ans si on a un bac plus 5, et jouir de ses droits physiques et avoir fait sa JDC. Avec une campagne de communication massive sur tout le territoire national, le premier recruteur de France espère embaucher 16 000 personnes en 2023. En zone nord-est, on compte en moyenne 3 000 jeunes qui décident de s'engager dans l'armée de terre. À Nancy, Victoire a passé une visite médicale et des tests psychotechniques. Place maintenant aux évaluations sportives. Non, pas de questions, tout est clair pour tout le monde. Traction pour les hommes, flexion des bras pour les femmes et endurance pour tous. Victoire a enchaîné les exercices jusqu'au bout. Je me suis entraînée, mais je m'étais un petit peu blessée avant. Du coup, je n'ai pas pu bien assurer comme je voulais. Mais il n'y a pas que la condition physique qui compte. Il nous est très souvent arrivé d'avoir des candidats qui avaient un niveau sportif plutôt moyen, mais qui ont montré ici une vraie motivation, une vraie abnégation. Et du coup, c'est ressorti dans leur cotation finale et ça a pu jouer en leur faveur. Victoire et les autres candidats passent une avant-dernière étape, l'entretien, pour ajuster leur projet. Qui a lieu avec un évaluateur et qui lui fait le bilan de ces 2 jours et des capacités de l'intéressé à nous rejoindre. Dernière étape, celle qui conclut ce parcours, la signature. Victoire signe un contrat de soldat pour devenir auxiliaire sanitaire. Là, je compte partir au régiment d'artillerie, au 40e régiment d'artillerie à Suip pour 1 semaine ou 2 et ensuite j'irai dans mon CFIM à Beach. En 2022, le CIRFA de Metz a accueilli 3000 jeunes intéressés de près ou de loin pour rejoindre les rangs. En Moselle, chaque année, environ 150 jeunes s'engagent dans l'armée de terre. Et avant de se quitter, une dernière image, celle du chantier de l'imposant hôtel Stark dans le quartier de l'Amphithéâtre à Metz. Vous allez voir, ça avance. L'inauguration devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année 2023. Cet hôtel de 104 chambres est en projet depuis 10 ans maintenant. Les travaux tournaient au ralenti ces derniers mois depuis la disparition en août dernier d'Yvan Gérard, le promoteur. Mais actuellement, plus de 30 ouvriers s'activent quotidiennement pour que le bâtiment de 9 étages soit finalisé prochainement. Un bar et restaurant seront aménagés au rez-de-chaussée, ainsi qu'une terrasse. Voilà, c'est la fin de Moselle Info. Merci pour votre fidélité. Pour voir et revoir nos programmes, rendez-vous sur notre site internet, bien sûr, moselle.tv, ou sur nos réseaux sociaux. Tout de suite, retrouvez la météo avec Ronéane, suivi du Dragon Mag, puis du Club de la Presse. Nous, on se retrouve lundi pour l'information. Très bonne soirée sur notre chaîne et bon week-end.